Si vous êtes sérieux dans votre processus d'apprentissage en matière de stock picking, rejoignez le bootcamp qui débute le 4 février 2026. Pendant 30 jours ici, en 30 jours, vous serez capable d'analyser vous-même des entreprises. OK? Je vous laisse aller voir ça. Toutes les informations sont en description de la vidéo. Bref, on y va assez rapidement. Maintenant, on va parler du secteur ici de la consommation discrétionnaire aux États-Unis. Donc, en ce début d'année 2026, le paysage de la consommation discrétionnaire aux États-Unis, c'est-à-dire les dépenses consacrées au loisir et au confort, une fois les besoins essentiels satisfaits, dessine un portrait contrasté de l'économie américaine. Je m'explique. Alors, il faut mentionner une chose ici, ceci, on va parler de perspective 2026. Le secteur de la consommation discrétionnaire est vaste. Faites attention. Donc ici, j'ai sélectionné certains éléments ici pour parler, qui pourraient décrire ici le sentiment global dans ce secteur d'activité en date d'aujourd'hui. Je rappelle ici qu'on fait des analyses sectorielles dans le programme ici, pas dans le programme, mais dans le Top Premium Infinity, on fait des analyses sectorielles et dans ce secteur d'activité, il y a plusieurs sous-industries. Donc en réalité, on devait parler d'analyse sous-industrielle ou un truc comme ça, mais je les appelle sectorielles de manière générale. Donc, mode et habillement, c'est un secteur. Restauration, c'est un secteur. Automobile, c'est également un secteur. Les croisiéristes également, c'est un secteur. Vous voyez déjà que quand on parle de secteur, dans ce secteur d'activité, il y en a plusieurs. OK? Donc, faites attention. Alors, comme je disais tantôt ici, en ce début d'année 2026, le paysage de la consommation discrétionnaire aux États-Unis, c'est-à-dire les dépenses consacrées au loisir et au confort, une fois les besoins essentiels satisfaits, dessine un portrait contrasté de l'économie américaine. Entre l'intégration des nouvelles politiques douanières, l'explosion de l'intelligence artificielle et un marché immobilier en quête de souffle, les entreprises doivent faire preuve d'une agilité sans précédent pour capter le budget des ménages. Et en parlant de budget, écoutez, il y a les dernières conférences calls qui sont sorties dernièrement. Ici, vous allez voir que ça c'est une parenthèse, hein, les ménages consomment de plus en plus leur épargne. Ça veut dire ici que ça devient de plus en plus compliqué. On commence à piocher dans l'épargne pour à peu près assouvir ici les besoins de base. Et ça, c'est un problème. OK? C'est un problème. Donc, il faut... Enfin, techniquement, je ne fais pas de la macroéconomie ici. C'est essentiellement pour voir que, OK, si j'observe ce genre d'informations, ça veut dire ici que je vais être un peu plus prudent dans mes choix d'investissement. Je vais peut-être attendre de meilleurs prix parce qu'il y a des éléments ici qui pourraient m'encourager à penser qu'on pourrait avoir de meilleurs prix. OK? Bref, je continue. Alors, commençons par le secteur de la mode de l'habillement ici, donc, ou la mode de la chaussure, comme vous voulez. Après une période de turbulence marquée par la compression des marges, ce phénomène où l'augmentation des coûts de production réduit les bénéfices car elle n'est pas totalement répercutée sur les prix, le secteur de l'habillement entre dans une phase de normalisation. En 2026, les entreprises ont enfin intégré l'impact des droits de douane dans leur modèle économique, ce qui offre une meilleure visibilité aux investisseurs et permet une reprise ici progressive des activités. Dans ce contexte, la réussite repose avant tout sur la discipline d'exécution. Des marques comme Decker Outdoor Corporation ou bien Abercrombie & Fitch se distinguent par leur capacité à ajuster rapidement leur chaîne d'approvisionnement grâce à une solide résilience au personnel. Attention, je ne suis pas en train de vous dire ici que ces entreprises vont bien se comporter en 2026, etc. Elles pourraient, d'accord ? Je les ai pris ici pour expliquer un élément ici. Donc, je ne suis pas également en train de vous dire qu'elles sont sous-évaluées ou quoi que ce soit. D'accord? Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas que dans ce secteur-là, la mode et l'habillement, comme son nom l'indique, parfois c'est juste un effet de mode. Et quand vous êtes à la mode, quand l'entreprise est à la mode ici, quand les produits vendus par l'entreprise sont à la mode ici, elle va avoir tendance à bien se comporter. Vous vous rappelez ici de la compagnie qu'on appelle celle qui vendait les Laboubou? On en est où aujourd'hui? Je pense que l'entreprise en question s'appelle PopMart ou bien PopSmart, un truc comme ça. Donc, si vous allez voir à peu près le ticker symbole de la compagnie ici, vous allez voir que sur les 6 derniers mois, on a une baisse à peu près de 13%. OK? Ça reste toujours intéressant, mais après, quand même, ça reste une entreprise qui a quand même doublé, presque triplé en moins de 5 ans de manière générale. Faites attention. Mais pourquoi?
Parce qu'on avait un effet de mode sur un produit ici. Et la mode en question est en train de s'estomper. Et donc, il faut faire attention à ne pas tomber dans une compagnie comme Abercrombie Fitch, qui a déjà vu plusieurs périodes voilà, qui a déjà passé plusieurs périodes où elle était à la mode, après qui est redevenue has-been, etc. Mais là, elle revient à peu près à la mode. Maintenant, pourquoi leur marketing ici, le marketing d'influence utilisé par Abercrombie fonctionne. Ça fonctionne énormément. Mais n'oubliez pas que Abercrombie Fitch vend des produits à qui? S'adresse à qui? À des jeunes, des personnes généralement qui ont moins d'argent. OK? Maintenant, quand on monte au niveau de Decker Outdoor, c'est pour tous les âges de manière générale. Dans Decker, vous allez retrouver Oka, qui est une marque de chaussures de sport ici. Et Oka se comporte très, très bien. Et Oka se comporte très, très bien. Pourquoi? À cause d'une erreur que Nike a fait. Maintenant, Nike est en train de faire du rétro-pédalage. Peut-être que Oka pourrait avoir tendance à souffrir un tout petit peu. Je n'en sais rien. Mais, de manière générale, dites-vous ici que quand on voit une entreprise en train de connaître une belle performance, il faut expliquer cette performance-là. Est-ce qu'elle est durable ou temporaire? Très souvent, dans le secteur ici, la mode et l'habillement, c'est très compliqué de savoir si c'est durable ou temporaire. Donc, vaut mieux toujours se dire que c'est temporaire de manière générale. OK? Faites très attention dans ce secteur-là. Ne tombez pas amoureux des produits. Je referme cette parenthèse-là et je continue. Si vous voulez à peu près également, comme je l'ai dit ici, si vous voulez investir à long terme, OK, il faut absolument connaître les secteurs d'activité, comment est-ce qu'ils se comportent. Ça vous évitera énormément d'erreurs. Donc, je continue. À l'inverse, les distributeurs dits off-price qui proposent des articles de marque à prix réduit tels que TGX Compagnie font face à un défi de taille car les attentes du marché à leur égard sont déjà extrêmement élevées dans un environnement très concurrentiel. TGX, Rostor, je vous encourage à aller voir à quoi ça ressemble ici. Mais les attentes sont très élevées pour ces compagnies. Même si elles se comportent bien, si le marché attend 9% et que vous allez livrer 8,99%, il va avoir tendance ici à paniquer. Il va se dire, oh, ça veut dire ici que ça devient de plus en plus difficile. S'ils ont juste atteint les objectifs ou bien raté les objectifs fixés par les analystes ici de quelques pourcents ici, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Attention. Je tiens également à mentionner que ce n'est pas l'entreprise qui rate la cible des analystes. D'accord? Ce sont les analystes qui ont raté leur cible. Faites très attention par rapport à ça. Mais l'entreprise, par contre, si elle fixe, je dis bien, si elle fixe des objectifs et qu'elle ne les atteint pas, c'est dangereux. Parce qu'elle n'est pas obligée d'en fixer. C'est la nuance. OK? Donc, je me base toujours avant tout sur est-ce que l'entreprise a atteint les objectifs qu'elle s'est elle-même fixés? Si elle s'est fixé des objectifs et qu'elle les a atteints, tant mieux. Surtout dépasser. C'est toujours mieux. OK, il y a des entreprises ici qui sont spécialisées dans le beat and raise. Donc, très souvent, elles fixent des objectifs à 1 alors qu'elle aura 1,50. Et quand elle publie ici des résultats à 1,50, elle vous dit que finalement, maintenant, on aura 1,80 alors qu'elle sera à 2. Donc, faites attention. On aime bien les beat and raise. On adore ça. Je pense qu'il y a une entreprise comme Costco. Ils sont spécialisés dans ce genre de choses-là. Bref, je continue. Alors, au-delà de ce que nous portons, c'est la manière dont nous achetons qui subit une mutation radicale. L'année 2026 marque l'avènement du commerce agentique. Rappelez-vous, j'ai parlé il y a quelques jours ici de Visa et Mastercard. C'est encore lié. Faites attention parce que actuellement, je vais avoir tendance, les vidéos vont avoir tendance à se suivre. Il y aura jamais un fil rouge de manière générale. Ce n'est pas pour rien que j'ai abordé ces compagnies-là avant parce que je savais que on allait parler ici du segment discrétionnaire de manière générale. De toute façon, vous avez une playlist ici où perspective USA 2026 si je vous mets ça là-bas. Ok, je rappelle ici que ceci n'est que mon point de vue et je me réserve royalement le droit de me tromper. OK, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui veulent aller plus loin, rejoignez le bootcamp. Donc, ici, quand on parlait ici du commerce agentique, donc ce concept désigne l'utilisation d'agents d'intelligence artificielle capables non seulement de recommander un produit, mais aussi d'anticiper un besoin et de finaliser l'achat de manière autonome pour le compte de l'utilisateur. Le partenariat avec Walmart et OpenAI illustre parfaitement cette tendance. En déléguant la recherche et la transaction à des algorithmes, les géants comme Amazon transforment l'expérience client en un processus quasi invisible. Cette révolution technologique profite également aux places de marché spécialisées comme Etsy ou bien Chewy, Chewy est essentiellement spécialisé ici sur tout ce qui concerne ici les animaux. OK, donc qui utilise ici l'IA pour affiner la découverte des produits spécifiques dans un océan d'offres numériques. Donc, cette fluidité numérique contraste toutefois avec les réalités plus lourdes du secteur de l'immobilier. Je mentionne une chose,
Et là, il faut qu'on soit d'accord. Je suis optimiste à long terme sur le secteur immobilier américain. Et quand je parle d'immobilier, je ne parle pas des rates. Je parle de la construction immobilière. OK? À long terme. Et quand je dis long terme, c'est 10 ans, 15 ans par là. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a une pénurie de logements aux États-Unis. Et c'est pas, c'est une, et il y a une pénurie. Sauf que maintenant, voilà, c'est un secteur cyclique. Tôt ou tard, il va redémarrer, mais je ne sais pas dire quand. Donc, autant mieux se concentrer sur les entreprises qui, dans ce secteur d'activité-là, ont des reins solides pour souffrir en période difficile. Bref, je ne vais pas revenir sur ce secteur en particulier, mais je tiens à vous le mentionner ici. Ça vous intéresse, privilégiez les asset light ou bien les entreprises qui vont avoir tendance à proposer des services. Vous avez par exemple les top build qui existent ici, les green brick qui existent. Vous avez également tout ce qui concerne ici voilà, c'est également bullish pour des entités comme Vicat. Bref, vous avez également dans ce secteur-là, demandez-vous toujours qui aura tendance à moins souffrir, qu'importe le cycle. C'est ce dont on va parler ici. En 2026, la construction résidentielle reste sous pression. Si les constructeurs multiplient les incitations commerciales pour attirer les acheteurs, l'incertitude pesant sur le marché de l'emploi freine les ardeurs, particulièrement lors de la saison printanière qui est traditionnellement cruciale pour le secteur. Si vous remarquez bien, dans ce secteur d'activité, c'est la période ici du mois c'est généralement au 2e et au 3e trimestre qui font le chiffre d'affaires annuel. D'accord? Donc, l'activité est saisonnière de manière générale. Or, quand on constate que pendant cette saison, on n'a presque rien fait, c'est compliqué. Quoique, le fait que Trump veut augmenter ici la durée des hypothèques, ça peut peut-être être bénéfique à long terme. On parle ici d'hypothèques sur 50 ans, ce genre de choses-là. Je ne sais pas qui va accepter ce type d'hypothèque-là, mais ça vient également avec des taux d'intérêt élevés. Bref, je vous laisse aller voir ça. Alors, par conséquent, on observe un report de la consommation vers l'amélioration de l'habitat. Et c'est là où on va parler des entreprises qui vont bénéficier du secteur immobilier, qu'importe la situation. Okay? Plutôt que de déménager en raison de taux d'intérêt encore contraignants, les Américains choisissent de rénover. Le segment Do It Yourself, après une phase de stagnation, commence à se stabiliser. Les ménages privilégient désormais l'entretien de leur patrimoine actuel, transformant leur logement en un actif de long terme plutôt que de chercher à acquérir un nouveau bien. Vous pensez à qui? Home Depot. OK? Entre autres. Donc, si le foyer reste un refuge, la mobilité individuelle traverse une zone de forte secousse. En 2026, l'année 2026 est marquée par un recul net des ventes de véhicules électriques aux États-Unis. Ce coup d'arrêt s'explique principalement par la réduction des subventions fédérales massives qui avaient soutenu le marché en 2025. Il faut faire attention ici, c'est que l'arrêt des programmes par les constructeurs historiques comme Ford et General Motors ici illustre une phase de rationalisation nécessaire. Le secteur passe d'une croissance euphorique à une recherche ici de la rentabilité sur des modèles mieux ciblés et plus durables. C'est une façon de dire ici qu'on est en train d'abandonner l'électrique de manière générale pour passer vers l'hybride. C'est une thématique ici de fond qui est là, qui était déjà visible depuis très très longtemps. L'hybride, le tout électrique, ça va être compliqué. Surtout en Amérique du Nord, ou bien également surtout dans des régions où il fait très froid, comme ici. D'ailleurs, moi, je discutais avec quelqu'un qui avait une Tesla, j'avais pris un Uber, il me disait, il regrette énormément d'avoir acheté cette voiture-là. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'en hiver, c'est inutile en hiver, littéralement, pour son activité. Donc, il aurait préféré acheter une hybride. Bref, je vous laisse aller voir ça ici. Donc, techniquement, l'électrique, le tout électrique, c'est compliqué. Et encore, quand on parle même d'électrique, n'oubliez pas que le réseau électrique en lui-même est déjà sous pression. Nous rappelez-vous, il y a très longtemps, je vous avais parlé de Générac, avant tout ce qui concerne avant les IA, etc. Les générateurs, on parlait des générateurs ici, on parlait également de Caterpillar. Je l'ai dit. D'accord? Bref, faites attention ici parce que le réseau électrique en lui-même doit avoir tendance à être renouvelé. Ce qui veut dire que les craintes sur les stations-service et tout le blablabli, blablabla, sont peut-être surestimées. Et donc, les entreprises comme Alimentation Couche-Tard ont encore peut-être de très beaux jours.
à venir. OK? Je continue. Donc, enfin, la manière dont les Américains occupent leur temps libre et se restaurent reflète une recherche constante d'optimisation. Si vous avez lu dans le secteur de la restauration ici, le menu valeur est de plus en plus recherché. Les entreprises qui sont capables ici de donner plus par rapport à, enfin pas plus pour moins, mais qui sont capables ici de répondre aux aspirations des consommateurs en date d'aujourd'hui par rapport en fonction de leur budget vont avoir tendance à bien se comporter. Donc les McDonald's, ça va aller. Les entreprises qui vendent à des prix très élevés leurs produits parce que c'est qualité, machin, truc, ça va être compliqué. Salut Starbucks. Donc, faites attention. Enfin, comme je le disais tantôt, dans l'industrie des croisières, avec Royal Caribbean mène la danse en proposant des itinéraires plus courts et des destinations privées. Donc, cette stratégie permet une rotation plus rapide des navires et une meilleure maîtrise des coûts, ce qui soutient la rentabilité globale. Du côté de la restauration, la technologie vient pallier les tensions sur la main-d'œuvre. L'adoption du Voice AI et une intelligence artificielle vocale dans les services au volant et la robotisation des cuisines permettent de fluidifier le service tout en réduisant les coûts d'exploitation qui sont à peu près des coûts très élevés pour les restaurants. Et quand on parle ici de moderniser les cuisines, robotiser les cuisines, quelqu'un me parlait la dernière fois ici, mais Thierry, est-ce que tu as une analyse ici du secteur de la robotisation? Non, secteur robotique. Je dis, mais le secteur robotique, la robotique, c'est un secteur très vaste. Parce qu'il faut parler de robotique spécialisée, par exemple, ici, à la logistique, la santé, également au niveau ici de la cuisine, ça dépend de la sous-industrie, on va le dire comme ça. Et quand on parle de robotisation des cuisines, vous pensez à qui? Midley, Rational, ok? Je vous laisse aller voir à quoi ça ressemble. Les entreprises qui fournissent en équipement les compagnies dans le domaine de la restauration. Je continue. Alors, pour le consommateur, cela se traduit par une promesse de rapidité et de précision accrue lors de chaque commande. Et donc, si ça permet de baisser les coûts d'exploitation ici ou bien de les figer de manière générale, ça permet aux entreprises ici de pouvoir également ajuster leurs prix en conséquence. Donc, on aura tendance ici peut-être à pricer plus bas, à offrir plus de promotions. OK? Donc, en conclusion, ici, l'enseignement majeur de cette année 2026, d'accord, même si elle débute, d'accord, réside dans ce secteur d'activité, bien sûr, réside dans le fait que la résilience économique ne dépend plus seulement de la demande globale, mais de la capacité technologique et opérationnelle des entreprises à pivoter rapidement. Quand on parle de technologie, c'est une technologie ici qui pourrait nous permettre ici de gagner en productivité, on l'adopte. D'accord? Sur le plan opérationnel, ici, si on peut s'ajuster en conséquence par rapport comment on appelle ça? Par rapport ici à la logistique de manière générale, si on peut ajuster ici nos chaînes d'approvisionnement plus rapidement que les autres, c'est également une bonne chose. Donc, il faut que les entreprises en 2026 dans ce secteur d'activité puissent être capables de pivoter rapidement. OK? Quand quelque chose ne fonctionne plus, ou bien il faut changer. D'accord? C'est très important. Dans le secteur des sourcinaires, c'est très souvent l'avantage concurrentiel va être situé où l'envergure est un avantage concurrentiel, surtout pour les détaillants. La marque, c'est vraiment pas un avantage concurrentiel ici. Économie d'échelle, plus on est gros, mieux c'est une bonne chose, on a parlé de ça. Coût de production, un tout petit peu, mais bref. On n'est pas là pour parler de quel type d'avantage concurrentiel on pourrait avoir ici de manière générale. Donc, si vous voulez investir dans le secteur de la consommation discrétionnaire, vous avez quelques éléments de réflexion ici. J'ai bien dit quelques éléments de réflexion. Que ce soit par l'automatisation des services ou la refonte des circuits logistiques, la performance appartient désormais aux acteurs les plus agiles. Comme je l'ai mentionné ici en début de vidéo, n'oubliez pas, le bootcamp commence le 4 du mois de février 2028. C'est essentiellement pour des personnes, d'accord, qui veulent analyser n'importe quelle entreprise, même les inconnus ici, de manière rationnelle et reproductible. Dès le début du programme, on analyse une entreprise. On veut pas, même si tu sais pas lire et écrire, enfin, il faut savoir lire, ok? Il faut savoir compter jusqu'à 10. Il
faut savoir additionner et soustraire. Bref, l'arithmétique de base. C'est ce dont tu as besoin. C'est tout. C'est tout. Et dès le début, on analyse une compagnie. Dès le début, le premier jour, parce qu'on a 8 séances de 2 heures, ok? Donc, vous avez également des exercices en 30 jours. Ça, c'est ma promesse. En 30 jours, je fais de toi un investisseur qui va penser par lui-même, qui ne sera pas influencé par X ou Y. Ok? C'est important. Je vous laisse aller voir ça ici en description de la vidéo de manière générale. Ok? Pour les autres ici, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Dans la consommation discrétionnaire, je connais les entreprises qui vont m'intéresser de manière générale. Et il y a une manière détournée ici d'investir dans la consommation discrétionnaire, c'est de détenir des entités comme des visas, des Mastercards, ce type de choses-là. Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. D'ici là, portez-vous bien.